Je voudrais débuter en vous rappelant le thème de cette table ronde. Nous sommes sur l'après-diagnostic. Nous l'avons nommé après-diagnostic, réagir, combattre, se mobiliser, se forger une nouvelle vie. Je voudrais débuter par le sujet du diagnostic, mais pour passer sur l'après, justement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant qu'association de patients, on a souvent, et trop souvent, des retours sur le diagnostic. Ça a été très difficile, ça a été un vrai tsunami. On me l'a appris en plus dans des conditions que je n'ai pas estimées correctes, pas assez suffisantes en termes de soutenance, de soutien. C'est vrai qu'une mauvaise nouvelle, elle s'annonce difficilement bien. Ça, c'est clair que c'est une mauvaise nouvelle. On est souvent confronté ou amené à avoir des témoignages sur le diagnostic qui s'est avéré difficile. Donc je voudrais qu'on en parle un tout petit peu et qu'après on rentre dans le vif de notre sujet. Donc Gilles, on entend dans le film que vous avez eu besoin que la neurologue vous dise, qu'elle vous énonce le diagnostic, alors que vous, en tant que médecin, vous aviez déjà deviné vraisemblablement le diagnostic. Dites-nous pourquoi vous aviez besoin qu'elle vous l'énonce. Bon, c'était tout simple. Je voulais avoir une confirmation d'une personne extérieure et d'une personne compétente, puisque c'était ma neurologue. C'était tout simplement ça. Je voulais simplement avoir confirmation de ce que moi j'avais diagnostiqué. Et puis, cette confirmation-là, comme je le dis après, après je me suis mis à prendre le traitement. C'est-à-dire que c'était pour moi un top départ. D'accord. C'était un peu comme une façon de vous permettre de rebondir après. Il fallait que je rebondisse tout de suite après. D'ailleurs, comme c'était le jour de mon anniversaire, c'était un beau cadeau. Mais je suis monté dans ma camionnette. J'ai fait comme tout le monde. J'ai engueulé tout le monde, la planète entière. Enfin bref, ça n'a pas duré longtemps. Et après, je me suis dit, maintenant, la vie démarre, elle va être différente, il faut y aller. Moi, la maladie, je l'appelle ma copine. Je dis, ma copine, elle va m'emmerder, comme toute copine. Et puis, elle va m'embêter, mais moi, je compte bien lui rendre la vie difficile. Bon, on l'a vu dans le film, voilà. Et on va en reparler. Alors, je voudrais interroger Emmanuel Schmitt. Vous avez l'expérience de l'accompagnement des malades de Parkinson, et notamment dans le cadre des actions d'éducation thérapeutique du patient. Parfois, on entend parler d'ETP. Quels sont les freins, les difficultés que vous observez dans l'après-diagnostic ? Dans l'après-diagnostic, il faut savoir, le diagnostic, donc on en a parlé, ça fait, comme vous l'avez dit, un vrai tsunami, quoi. C'est vraiment une rupture de vie, en fait, par rapport à ce qu'on avait imaginé de notre avenir. Il y a une rupture qui vient se poser là. Et là, ça fait le même processus que comme un deuil, en quelque sorte. Donc on va avoir une première phase qui est plutôt négative, plutôt tournée vers le passé, où on va plutôt être dans le déni, dans la colère. Et puis on va arriver à une phase un peu plus de tristesse, de dépression, qui va être nécessaire pour pouvoir basculer de l'autre côté. De le côté où là, on va commencer à envisager l'avenir. Mais envisager l'avenir avec ce nouveau critère, donc le nouvel avenir. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir peut-être rentrer en action. Mettre en place, moi, de mon côté, je vais vous parler d'éducation thérapeutique, donc mettre en place, par exemple, une prise en charge avec de l'éducation thérapeutique, mettre en charge un suivi psychologique, mettre en place plein de choses où on va commencer à travailler pour soi, pour intégrer cette maladie, intégrer ce facteur dans la construction de ce nouvel avenir. Mais avant cette phase-là, c'est difficile de proposer des actions. Parfois, on a des gens qui viennent d'avoir le diagnostic et qui veulent tout de suite se mettre en action. Ce n'est pas forcément le meilleur temps, parce qu'il y a besoin d'un temps d'introspection, il y a besoin de prendre le temps de digérer avant de se mettre en action. Je pense que l'un des principaux freins, ça va être ça. C'est vraiment respecter le temps de chacun qui est vraiment personnel, que ce soit le patient, les accompagnants, les proches en général. Chacun a sa temporalité, donc tout le monde ne va pas mettre en action des choses au même moment.
Alors je me tourne vers le neurologue, puisqu'il fait partie des personnages principaux que le malade connaît régulièrement, ou pas assez régulièrement, mais ça c'est autre chose. Docteur de Brucker, faut-il parler d'une vie adaptée ou d'une nouvelle vie? Comment voyez-vous réagir vos patients? Alors, je vais répondre de façon peut-être un petit peu contournée à cette question. Il faut savoir, je parle comme neurologue, donc une des personnes effectivement concernées par la maladie de Parkinson et dont le rapport avec son malade, ou ses patients, est particulièrement contraint dans le temps. Et contraint dans le temps, parce que c'est le temps d'une consultation, ça a un début, ça a une fin, il y a des gens qui bousculent derrière, et c'est difficile d'avoir des rendez-vous, etc. Donc ce temps-là, j'ai essayé d'analyser ce qui me concerne, et ce qui concerne très certainement la majorité des neurologues, ce qui dans la consultation me fait transparaître de ce que pense le patient, ou ce que je peux en déduire, de son adaptation, entre guillemets, à un diagnostic qui a parfois été, et ça je me permets de le dire, parfois été un traumatisme et parfois été un soulagement. Alors un soulagement traumatisme, hein, c'est vrai, mais de très nombreuses personnes nous disent, voilà, au moment du diagnostic, j'ai compris pourquoi j'allais pas bien. Et j'ai mis un nom là-dessus. Alors ça veut pas dire qu'on ne change pas, effectivement, que du coup, le moment où on a le nom, c'est un basculement dans une autre phase. Et ça ne donne pas forcément la capacité de s'adapter à un diagnostic. Mais néanmoins, au moment du diagnostic, c'est deux façons de réagir. Je dirais, il y en a sûrement plus que deux, mais enfin, c'est deux façons de réagir. Et ça dépend aussi beaucoup de l'errance diagnostique qu'il y a eu avant, hein, parce que l'errance diagnostique amène quand même à une sorte une pénibilité de la situation qui peut être améliorée par non seulement le diagnostic, mais aussi les explications qui vont derrière. Et c'est ce que j'ai observé, en tout cas, c'est que les stratégies d'adaptation des patients, elles sont extrêmement variées. Il n'y a pas une personne identique, non seulement parce que l'âge des patients sont différents. C'est pas la même chose quand on a 35 ans, quand on vous annonce une maladie de Parkinson, que quand vous êtes en activité. Même avant, je dirais, grosso modo, la période pas pré-retraite, avant la retraite, hein, la période d'activité professionnelle, c'est une chose, parce que là, l'adaptation, il va falloir la mettre en place de manière à ce que l'activité professionnelle perdure, ce que Gilles fait parfaitement, mais ça peut être aussi un moment où une activité professionnelle non gratifiante et peut-être on peut envisager, tiens, je vais sauter dans une autre vie, l'âge de la retraite active et ensuite le 4e âge. C'est pas du tout la même chose, hein, à ces différents âges. Je dirais qu'au 4e âge, par exemple, il y a une sorte ce que j'en observe, hein, une sorte de fatalisme ou fatalité plutôt qui touche des personnes qui sont habituées à avoir eu des Parkinsoniens dans leur entourage, à avoir des pathologies multiples et variées, c'en est une. Et c'est un peu particulier quand les patients ont 85 ans, quand on leur annonce ce diagnostic. Non seulement il y a l'âge, mais il y a aussi l'histoire clinique du patient, sa forme clinique, qui va beaucoup changer l'adaptation du patient. Je vois des patients qui sont absolument pas gênés sur le plan moteur, mais qui sont gênés uniquement par l'image qu'ils donnent d'eux, par le tremblement. Et donc l'adaptation va être totalement différente que chez un autre patient qui va être très akinétique et qui va plus pouvoir bouger un hémicorps malgré le traitement. Le tempérament, évidemment, ça joue. Hein. Un patient combatif qui a vraiment... le sportif en est un exemple. Malade combatif, c'est très différent d'une personne qui est plutôt apathique, dépressive. Mais qui peut devenir combative, hein. Qui peut, tout à fait. Elle a le droit de se transformer. Mais juste, on voit à ce moment-là un renversement. Je dirais que l'étiquetage pour le neurologue, il dépend de la conversation qu'on a avec le patient. Et donc, je dirais que pour ce qui est de l'évaluation de l'adaptation, en fait, c'est pas tant le médecin qui va pouvoir en juger, c'est le médecin qui va devoir s'y adapter. Hein, le neurologue doit s'adapter à cette on retient je pense que cet item, il est extrêmement important. C'est aussi au médecin de s'adapter aux malades. Gilles,
Alors, je reviens à vous, parce que dans le film, vous évoquez, et c'est, je pense, extrêmement intéressant, oser le dire. C'est un préalable pour passer à une autre façon de vivre. Vous êtes passé rapidement, vous avez eu, semble-t-il, besoin de oser le dire. Quel est l'enjeu, à votre avis? Parce que ça, on sait que pour les malades de Parkinson, c'est essentiel. C'était simple, comme je soigne des patients. Fallait pas qu'ils aient d'ambiguïté dans leur tête. Et moi, pour avancer, justement, pour pouvoir continuer, il fallait que je trouve la solution. Et pour moi, c'était clair qu'il fallait que je l'annonce clair et net, sans ambiguïté, que j'étais atteint de la maladie de Parkinson. Comme ça, maintenant, quand mes patients ils entendent ding, 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 ding sur leurs dents, eh bien, ils savent très bien que c'est ma main gauche qui tremble et que c'est simplement la maladie de Parkinson, c'est tout. Et c'était beaucoup plus clair pour moi et pour eux. Oui, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, oser le dire, c'est important pour soi, mais aussi pour les autres. Oui, c'est très important parce que ça permet de dire, bon, ben, déjà, si on ose le dire, c'est que, j'ai envie de dire, quelque part, on a fait du chemin dans sa tête et on compose avec. Alors, professeur Bergner, on parle de stratégie d'adaptation depuis plusieurs questions. Elles semblent multiples, diverses. Elles sont malgré tout attachées à la personnalité. Est-ce qu'elles évoluent? Quel est l'état de la recherche sur le sujet? Alors, il y a eu passablement de travaux qui ont déjà été faits sur ce qu'on appelle effectivement les stratégies d'adaptation. On trouve le terme de stratégie de coping. C'est un terme qui vient de l'anglais to cope with, qui est faire face, s'adapter, s'ajuster, etc. Il y a différents termes en français. Il y a beaucoup de travaux alors, qui ont été faits dans la maladie de Parkinson, mais c'est vrai aussi dans d'autres pathologies neurologiques ou autres, qui montrent qu'il y a deux grandes classes de stratégies, on va dire. Tout d'abord, les stratégies qu'on appelle plutôt centrées sur le problème, c'est-à-dire faire face à la situation, essayer de voir ce qu'on peut faire pour modifier la situation, pour s'ajuster à la situation. Et puis d'autres stratégies qui sont plus dites centrées sur l'émotion, c'est-à-dire plus son ressenti personnel, ce qu'on ressent, être triste, être en colère, avoir envie de se fâcher ou avoir envie d'avoir l'aide des autres, etc. Bon, après, il y a d'autres stratégies qui ont aussi été identifiées, ce n'est pas le propos ici, mais c'est comme le disait Madame Schmidt tout à l'heure, ça dépend aussi du temps de la maladie, et souvent, suite à une annonce, les patients ont besoin plus d'essayer de comprendre, de faire tout un travail psychique préalable pour ensuite être capable de plus lutter, faire face à cette maladie. Et globalement, les travaux montrent qu'au bout d'un certain temps, et un temps qui est nécessaire et qui est propre à chaque patient, comme ça a été déjà mentionné, ce qui est corrélé à moins de détresse psychologique, à moins d'anxiété, à moins de dépression et donc à un meilleur bien-être, c'est de pouvoir justement avoir des stratégies plus centrées sur la tâche ou sur le problème, sur la situation, essayer de voir ce qu'on peut faire, essayer de compenser par d'autres choses, voir ce qu'on arrive à faire, reprendre une activité, avoir de nouvelles activités, continuer son activité dans ce sens-là. Et c'est un peu ce que montrent les travaux scientifiques, en tout cas dans le domaine. C'est que même si au début on est plus centré sur soi-même et on a besoin de faire son travail psychique, ensuite l'idée c'est d'être plus tourné vers les autres, de pouvoir continuer ses activités. Mais bien entendu que certaines personnes vont le faire très spontanément et très facilement, et puis d'autres personnes auront peut-être besoin d'être accompagnées pour faire ce travail. Et comme ça a déjà été dit, le temps est pour chacun un temps différent. Alors, je voudrais revenir sur l'entourage. Et Emmanuel Schmidt, je voudrais vous revenir sur ce qui est dit dans le film. On voit l'entourage, les proches amis de Gilles au club d'aviron. Une personne prend la parole en parlant de Gilles, en disant « avant ses déboires ». Donc, on note qu'il n'ose pas nommer la maladie, quelque part. Il dit que Gilles va avant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de pression de l'entourage proche ou simplement amical, là en l'occurrence, pour se ressaisir, pour justement aller de l'avant? Comment ça peut être vécu par les malades, cet aspect-là? Oui. Ça peut être vécu comme une pression, en fait, ça dépend comment c'est fait et de qui ça vient aussi. Hein. C'est du relationnel qu'on a avec les gens. Je pense que c'est très complexe comme question parce que à la fois les proches qui eux ne vivent pas les symptômes, ils savent théoriquement que leur proche a la maladie de Parkinson, mais bon,
concrètement ne savent pas trop ce que c'est au début. Je pense qu'ils ont besoin aussi d'être rassurés et de voir que le malade, il reprend vite du poil de la bête. Donc ça, c'est vraiment la problématique du proche, à la limite. Et ça peut être vécu comme une pression par le malade qui, lui, n'est pas dans la même temporalité encore. En fait, c'est vraiment une question de temps. Il n'en est pas là, en fait. Il y a besoin de ce temps de sidération, d'introspection. Ça, vraiment, on va le répéter, je crois, tout au long de la table ronde. Donc à ce moment-là, ça peut être vécu comme une pression. Après, il y a d'autres choses qui se jouent quand on annonce une maladie, quelle qu'elle soit, en plus une maladie chronique. Il y a un basculement, il y a le monde des sains et puis il y a le monde des malades. Et puis du coup, on change de monde. Hein. Il y a comme une espèce de frontière qui se met. Et le fait que l'entourage soit là à valoriser le fait qu'on reprenne du poil de la bête, qu'on fasse face, etc., ça peut être positif dans le sens où c'est aussi un ancrage. On ne se définit pas que autour de la maladie, on ne fait pas des actions que autour de la maladie. Voilà, le spectre, il est un peu élargi de la façon dont on voit les choses parce qu'il y a les proches, parce qu'ils amènent de la normalité, hein, dans le sens de la non-maladie, dans le cheminement. Donc je pense vraiment que ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait avec trop d'insistance, trop rapidement, je veux dire, on ne peut pas rebondir tout de suite, quoi. C'est pas possible. Ou alors, c'est que si ça se passe, c'est que un peu plus tard, il y aura besoin de prendre du temps. Voilà. Ça va. Donc effectivement, je pense que ça peut être vécu comme pression, mais ça peut aussi être transformé en quelque chose de positif. Oui, justement, j'avais une question. Juste ajouter un mot par rapport à ce que vous dites. C'est vrai qu'on a parlé des stratégies alors de coping ou d'adaptation chez le patient, mais il y a aussi les stratégies d'adaptation chez l'aidant ou chez le proche, etc., qui a aussi sa propre temporalité et qui n'est pas forcément la même que celle du patient. Donc il y a aussi un ajustement entre les partenaires ou le patient et l'entourage au sens large. Oui, justement, je voulais garder le micro parce que je voulais vous entendre de donner quelques explications complémentaires sur ce que vous avez appelé le coping émotionnel, ce qui peut permettre de décoder aussi pour les personnes qui le vivent pourquoi un malade peut se retrouver très irritable ou être dans l'hyper-émotivité au-delà des manifestations propres à cette maladie. Le coping émotionnel, ça a aussi une raison, ça aide le patient. Oui, alors c'est compliqué cette notion de coping émotionnel parce que c'est un grand fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses et on sait que c'est tout ce qui est du registre de l'émotion, d'exprimer ses émotions. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de l'irritabilité, ça peut être de la tristesse, mais ça peut être aussi de réprimer ses émotions et on sait bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'exprimer leur angoisse, leur tristesse, leur colère et qui gardent tout ça à l'intérieur d'elles-mêmes, ce qui n'est pas forcément positif non plus. Mais ça peut être aussi des choses telles que la réévaluation positive, de se dire finalement cette maladie c'est dramatique, c'est terrible, mais en même temps j'ai appris des choses sur moi, j'ai appris des choses sur les autres, ça m'a permis de me consacrer à autre chose, ça m'a permis de donner une autre orientation à ma vie, etc. Et puis le coping centré sur l'émotion, c'est aussi éventuellement le fait d'aller vers les autres, de parler avec les autres, d'aller chercher du soutien auprès des autres ou de se faire consoler par d'autres personnes ou d'apprendre, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui regroupent ces éléments-là. Mais effectivement, on sait qu'il y a, ça rejoint ce qui a été dit précédemment, mais qu'il y a tout un travail psychique qui est nécessaire de la part du patient qui va l'amener progressivement à pouvoir accepter tant que peut faire se peut la maladie et pouvoir vivre avec cette maladie, avec les contraintes qu'implique la maladie. Et c'est aussi tout un processus, un cheminement qui va aboutir vers cet état-là. Docteur De Brucker, je voudrais que, si possible, s'il vous plaît, donnez-nous un exemple concret de patient que vous avez vu évoluer, s'adapter à cette situation après un diagnostic de Parkinson. Oui, je peux donner un exemple. Je pourrais donner 150 exemples, hein, parce que chaque exemple est différent. Il y en a un qui m'a frappé, évidemment, notamment parce qu'il s'agit d'un jeune qui a démarré sa maladie, donc c'est un garçon qui a démarré sa maladie vers l'âge de 35 ans. C'est une maladie de Parkinson idiopathique.
c'est un sportif, joueur dans une équipe de, je pense, je n'y connais pas grand-chose, mais enfin 2e division ou quelque chose comme ça, et qui a noté, sa maladie avait démarré 1 an avant, et en fait touche principalement le membre supérieur droit, et qui ne tremble pas, et qui est surtout akinétique, ce qu'on appelle akinétique, donc qui ne bouge pas. Ben, les 3 autres membres marchent bien, et il a noté au bout d'1 an, et ses camarades aussi, ben, qu'il n'arrivait plus à courir parce que le bras ne bougeait pas. Enfin, en tout cas, courir dans ces conditions-là. Et donc, je l'ai vu, il a pris ce garçon avec beaucoup d'étonnement, un diagnostic qui ne paraissait pas du tout adapté à lui. Il s'agissait pour moi, et d'ailleurs d'expliquer aussi à sa femme de quoi il s'agissait, parce qu'ils étaient tous les deux là en consultation. Et en 2 consultations, parce que la première, il n'y avait pas de diagnostic formel, et la deuxième, il y en avait un. En 2 consultations, je me suis efforcé, et je crois que c'était très important pour lui, de lui enseigner, entre guillemets, la maladie. On parlera d'éducation thérapeutique, hein, je crois. Donc, mais ça me paraît absolument essentiel. Il avait absolument besoin, en tout cas lui, d'autres personnes ne ressentent pas ce besoin, il avait absolument besoin de comprendre de quoi il s'agissait. Alors, je parle de pétrole, de fuel, de choses comme ça, et de réservoirs, et de chimie, enfin, etc. Et des médicaments qui existent, et puis aussi des formes cliniques, tremblantes ou pas tremblantes, et puis enfin, de l'évolution possible. Et bien, comme dans toutes les maladies, je crois qu'il faut, mais ça, il faut peut-être nuancer, se mettre dans le meilleur cas possible. Le meilleur cas possible, c'est les maladies qui évoluent lentement, qui vont avoir besoin de médicaments, parce que effectivement chez ce garçon les médicaments marchaient très bien, et pour lesquels il faudra probablement avec le temps adapter le traitement pour avoir le meilleur résultat possible. Et nous sommes 3 ans après, ben ce jeune homme a vieilli de 3 ans, ça tombe bien, les âges correspondent un peu aux âges du sport, il est passé entraîneur d'une équipe, et ça c'est tout à fait adapté. Mais ce qui m'a frappé la dernière fois que je l'ai vu, donc on a changé son traitement, très peu en fait, c'est lui qui le change tout seul. Et donc il fait sa cuisine, je leur apprends que le traitement c'est de la cuisine, et qu'ils ont droit, les patients, il y en a qui sont quand même complètement paralysés par des horaires, par les injonctions, etc. Ça pose un problème parce que le neurologue, on ne peut pas le voir tous les jours, et le généraliste, en général, n'ose pas toucher au traitement. Et un traitement qui a été modifié, il peut très bien avoir un effet plutôt contraire, et donc il faut que le patient, au moins, puisse éventuellement appeler son neurologue, mais surtout sache quoi faire avec son traitement, donc lui avoir expliqué. Et maintenant, la dernière fois que j'ai vu ce patient, c'est il y a 1 mois, il a déménagé. Il est allé s'installer près de Rouen, avant l'incendie malheureusement, mais bon. Il est allé s'installer là pour être ouvert, pour avoir son activité sportive à la fois à Paris, et donc c'est tout un projet de vie, parce qu'il voulait être ouvert à la Courneuve, c'était pas ça pour lui, mais il continue à travailler évidemment comme entraîneur. Voilà un mode de réaction qui m'a paru s'adapter à une maladie qui est quand même chez un sujet jeune, relativement sévère, et avec une parfaite conscience de ce que c'est pour lui et du traitement qu'il a à mettre à maîtriser. Et sa femme l'accompagne, je dirais, sans éléments particuliers. Ils ont eu 2 enfants à intervalle, d'ailleurs. Voilà. Oui, donc effectivement, il a construit sa vie. Les projets de vie sont là. Oui. Déménagement, les enfants. Oui. Catherine Benchner, on parle souvent aussi de résilience. Ouais, on en parle depuis quelques années, beaucoup d'ailleurs. Quel lien entre ces stratégies d'adaptation et cette capacité à rebondir pour vivre peut-être différemment ou vivre mieux ? Alors effectivement, la notion de résilience est très à la mode, et notamment on doit ça à Cyrulnik d'avoir beaucoup répandu cette notion. Alors c'est juste pour rappeler rapidement, alors le terme même de résilience, c'est un terme qui est issu de la physique, hein, c'est la capacité d'un matériau à retrouver sa forme après un choc ou un impact. Ça a été traduit dans le fonctionnement psychique, de pouvoir rebondir après un événement de vie particulièrement adverse. Alors les théories sur la résilience disent que c'est quelque chose qui se construit notamment pendant toute l'enfance de l'individu, par rapport au milieu dans lequel il a vécu, par rapport au soutien, à l'accompagnement, à l'amour de sa famille, de son entourage. Et effectivement, on imagine bien que les personnes qui ont de bonnes capacités de résilience vont aussi être des personnes qui vont probablement avoir une adaptation, un ajustement plus facile ensuite lorsqu'elles sont confrontées à une maladie
par exemple. Et que peut-être des personnes qui auraient de moins bonnes capacités de résilience auraient plus de peine à s'ajuster ou auraient davantage besoin d'un accompagnement pour s'ajuster. Donc on est dans des domaines qui se recouvrent partiellement, qui sont proches, même si les deux notions ont leur spécificité. Mais on voit bien le recouvrement avec l'idée, c'est que la résilience est quelque chose qui serait peut-être là antérieurement et quelque chose qui se construirait au cours de l'enfance. Et bon, après les stratégies d'adaptation, ce qu'on sait, c'est que des personnes ont plus tendance à utiliser telle stratégie que telle autre, mais ça dépend plus, les stratégies d'adaptation, ça dépend plus de la situation à laquelle on est confronté. Dans certaines situations, tel type de stress, on va réagir de telle et telle façon, alors que pour une autre situation, on va réagir un peu différemment et que c'est peut-être plus modulable que la résilience en tant que telle, qui est plus quelque chose qui se développe avec la personnalité de l'individu. D'accord. Est-ce qu'on peut insister sur l'aspect dynamique, sur le fait que chacun s'inscrit de toute façon dans un processus dynamique, rien n'est figé ? Voilà, alors tout à fait, rien n'est figé, tout peut évoluer et tout va évoluer et va dépendre de la personnalité, mais va dépendre aussi bien entendu de l'entourage, des ressources qu'on a dans son entourage et que les choses peuvent évoluer et qu'il y a des personnes qui vont évoluer d'elles-mêmes toutes seules, puis il y en a d'autres qui vont peut-être avoir besoin d'un accompagnement ou d'un ajustement pour les aider à évoluer. Je reviens sur l'entourage. Vous l'avez cité, effectivement, une personne n'est pas seule dans la société, dans le monde. On est tous dans un système. Ce qui est intéressant dans le film, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le film, mais notamment, c'est cette insistance à l'entourage professionnel. On parle beaucoup de l'entourage personnel, et effectivement, il est essentiel, mais l'entourage professionnel est illustré par le film de Gilles qui montre l'importance des assistantes, de ces assistantes. C'est une façon pour nous aussi de rappeler aussi au grand public que la maladie de Parkinson touche des personnes qui sont en situation professionnelle, en âge d'activité professionnelle. Gilles, je voudrais qu'on revienne sur cet aspect. Y a-t-il des éléments, notamment dans l'entourage, qui favorisent la bonne adaptation pour le malade ? Oui, c'est justement l'entourage déjà. L'entourage, si on est bien en phase avec son entourage. Par exemple, moi, avec mes assistantes, j'ai été très clair. Je leur ai dit, voilà, j'ai pas l'intention d'arrêter, mais par contre, vous allez m'aider. Et il va falloir anticiper, il va falloir éventuellement, comme je le dis dans le film, si je tremble plus, que ça va pas fort, de me le dire, parce que soit je fais une pause, soit je gère différemment, mais disons que j'ai besoin de leur éclairement. Et puis, c'est très important pour moi, parce que dans mon métier, c'est très clair, si tout seul, je peux plus. Je pourrais pas, parce que il y a des actes médicaux que je ne peux pas faire. Mais ça veut dire que tu oses admettre une forme de faiblesse. Ah oui, mais j'ai été très clair avec elles, je leur ai expliqué, je leur ai dit, il y a des choses que je vous appellerai, comme je dis en blaguant, je vous appellerai au secours. Et donc, j'ai la chance, j'ai une bonne petite équipe, donc les filles, elles sont super et elles me secondent vraiment bien, quoi. Et c'est même elles, des fois, qui me disent, Gilles, écoute, là, on a un quart d'heure, là, tu peux te reposer, ou tu peux... Alors, en général, je ne me repose pas. Je me repose pas, parce que quand c'est difficile, je me bouge. Parce que quand ça va pas bien, j'ai plutôt tendance à ralentir, à me crisper, et disons que... à vouloir garder le contrôle maximal, des fois on trompe plus qu'à vouloir qu'à laisser faire. Donc du coup, je m'arrête, 5-10 minutes, et puis hop, on repart. Mais ça, c'est les filles qui m'alertent. Donc ça, l'entourage au boulot est plus que nécessaire. Et donc, il faut avouer que, voilà, faut leur dire, quoi. Il faut leur dire, et puis une fois qu'elles ont bien percuté, c'est facile. Donc, il faut expliquer à son entourage aussi ce qui se passe. Oui. C'est ça. Puis moi, il y a des matins, par exemple, pour me réveiller, j'arrive tous les matins en vélo.
je fais 10 bornes de vélo avant d'arriver au boulot. Mais c'est une façon pour moi de bouger, de dérouler les jambes, de faire tourner, de faire marcher la pompe, d'oxygéner le cerveau. Et puis voilà, donc comme ça j'arrive, je suis déjà bien réveillé. Mais en passant devant l'accueil, souvent je dis aux filles, ouais, c'est pas terrible aujourd'hui. Vous donnez donc comme ça, des signaux. parce que je sais que en venant, la côte, elle a été un peu plus dure que prévu. Alors je me dis, merde. Enfin voilà. Et donc, elles sont prévenues. D'accord. Alors en fait, on comprend que c'est quasi une forme de décodage pour soi-même et pour son entourage. Donc je me retourne vers Emmanuel. Dites-nous, les séances d'éducation thérapeutique du patient, on appelle aussi ETP, sont dites rendre, ou en tout cas à volonté de rendre le malade acteur. Y a-t-il des éléments qui sont clairement en lien avec cette adaptation dont on parle ? Déjà, je trouve qu'on peut faire du coup une relation. Enfin, moi, je l'ai faite quand j'ai visionné le film chez moi. J'ai repéré un ensemble de mots sur le garder le contrôle. Impératif de continuer à travailler pour garder le contrôle du corps, les mouvements, on est OK pour que ce soit des mouvements contrôlés. Voilà, c'est cette reprise de contrôle qui m'a interpellée parce que ça fait vraiment écho à l'objectif en fait de l'éducation thérapeutique, enfin comme nous on le voit en tout cas chez nous. Ça va être vraiment de permettre aux gens soit de regagner le contrôle, voilà, par exemple pour les séances qui sont dirigées vers les gens qui ont eu le diagnostic récemment, soit de le maintenir ce contrôle pour des gens qui connaissent une maladie déjà depuis quelques années avec plus de médicaments, etc. Et je trouve que l'éducation thérapeutique, ça va bien à la rencontre de ce besoin-là. Après, c'est comme on l'a dit depuis le début, quand le patient et son entourage se sentent prêts, c'est-à-dire que quand ils commencent à ressentir que la maladie, c'est bien sa maladie. C'est pas juste une maladie de Parkinson, mais quand elle commence à être incarnée et qu'on a envie d'en savoir plus parce qu'on a envie de reprendre une certaine maîtrise des choses, c'est là que se pose l'ETP. Voilà, c'est pas le remède miracle à tout, c'est l'ETP plus autre chose, plus qu'on va faire soi-même pour se faire du bien, mais ça vient compléter le panel de ce qu'on peut faire pour reprendre le contrôle. Et effectivement, il y a des choses très concrètes, comme, vous l'avez un petit peu évoqué, comme connaître bien les médicaments, de manière à savoir si nos médicaments, au niveau horaire ou dosage, ils sont adaptés à nous ou pas. Parce que, vous le savez bien, le traitement, entre vous tous présents dans la salle, il n'y en a pas un qui a le même traitement, aux mêmes horaires, au même dosage. Donc c'est bien qu'il faut savoir se connaître les réactions de son corps, pour pouvoir donner les bonnes infos à son neurologue ou faire soi-même un petit peu sa cuisine, effectivement. Et sa cuisine, on ne peut pas la faire tout seul, sans anxiété, si on ne connaît pas un petit peu la maladie déjà en général et sa maladie de manière plus personnelle. Et ça, je pense que l'éducation thérapeutique, dans des séances sur les médicaments, sur qu'est-ce que c'est que la maladie, quels sont les signes qui montrent qu'elle a évolué ces derniers temps ou pas. Et surtout, une question qui revient souvent, c'est « moi, j'ai tel symptôme, est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est autre chose ?» On voit surtout ça sur les symptômes non moteurs, comme la dépression, l'anxiété. Ça peut être la maladie, comme ça peut être autre chose. Et l'éducation thérapeutique, dans des séances bien ciblées, vient aider les patients à reprendre ce contrôle-là. Donc déjà, ça permet, quand on va à l'entretien avec son neurologue, de parler le même langage, de savoir de quoi on parle, donc de ne pas subir les changements de médicaments, de ne pas subir les prescriptions. Et ça permet aussi, c'est un avantage pour votre médecin parce que les infos que vous allez lui donner sont quand même beaucoup plus fiables aussi. Donc ça, c'est important et ça permet de, toujours pareil, de sortir un peu de ce truc de « je suis le malade, donc j'écoute gentiment mon médecin », même s'il faut l'écouter aussi. À un moment donné, c'est vous qui vivez la maladie, donc le TP, ça sert à vous donner les ressources pour pouvoir vraiment être acteur, reprendre le contrôle de ça. Alors Thomas de Broecker, je vous vois hocher la tête. Vous êtes d'accord de votre expérience, donc le neurologue, de quelle façon vous estimez soutenir aussi le malade et le proche? Vous l'avez déjà un peu abordé avec cet exemple de patient. Je pense que vous pouvez aussi compléter les propos d'Emmanuel. Oui, effectivement, je suis absolument 100% d'accord avec ce que vous avez dit, évidemment. Je crois que c'est
Le neurologue, quand il voit chaque malade de Parkinson à son cabinet, il a comme principale préoccupation de savoir si le traitement est adapté, s'il y a des effets secondaires, notamment pour certains médicaments, etc. Et puis hop, le temps de la consultation est terminé. Et ça va. Pourquoi il est terminé? Pas parce qu'on a envie, enfin en tout cas non, pour personne. Pas parce qu'on a envie, voilà, on a dit c'est fini, c'est un quart d'heure, on n'est pas des psychanalystes. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière, etc. C'est un temps vraiment contraint, et ça, on le vit terriblement. Alors on peut arriver à moduler en fonction des pathologies, et du coup, avec le malade de Parkinson, prendre plus de temps et moins avec d'autres patients. Et à partir du moment où on estime, et ça, je crois que c'est vraiment important, que le neurologue doit connaître son patient. Connaître son patient, c'est pas du tout, enfin, c'est une partie, les médicaments, une partie sa connaissance de la maladie, mais c'est aussi une partie de la connaissance de sa façon de vivre. Je dis pas de sa vie, mais forcément, mais c'est de sa façon de vivre. Comment ça se passe effectivement au jour le jour? Est-ce que justement il y a des périodes de fatigue? Est-ce que donc on lui demande de raconter mettons ce qu'il a pu faire les mois précédents. Puis je crois que parce que on pourrait décliner ça à l'infini en fonction des patients. Je crois qu'une chose très importante, un élément de soutien, c'est une certaine disponibilité pour des conseils. C'est-à-dire soit par mail, soit par téléphone. Alors c'est pas bon, tout le monde ne le fait pas, mais je pense que ça doit rentrer dans les pratiques. Le mail est bien pratique pour ça, parce qu'on peut y répondre quand on en a le temps. Le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que voir un patient tous les 6 mois, voire tous les ans, comme ça peut arriver, c'est pas possible. Il y a certains patients qu'on peut ne voir qu'une fois par an, mais c'est très rare. Donc il faut pouvoir s'adapter au patient de manière à ce que le patient s'adapte à la maladie. Alors on peut faire une petite parenthèse, c'est pas dans le programme, mais j'attrape au vol. Ça veut dire que n'hésitez pas à demander à votre neurologue comment rester en contact avec lui si vous avez une question, s'il y a une forme d'urgence. Au-delà du téléphone classique du standard ou du secrétariat, ça peut être de savoir si vous pouvez avoir son mail, ça se pratique, semble-t-il. Donc, mais pour autant, osez aussi le demander. Parfois, on a des appels de malades à l'association disant je le vois que dans 6 mois, je ne sais pas quoi faire, comment faire. Le secrétariat me dit que je ne peux pas avoir un rendez-vous avant 2 mois. C'est une autre façon de faire, de s'adapter, de pouvoir être en contact. En tout état de cause, on ne doit pas laisser un malade sans réponse, sans avoir le rendez-vous sous 2 mois, c'est pas possible. Donc, trouver une façon de faire et trouver aussi le neurologue qui s'ajuste à votre façon et à vos besoins. On revient à cette question-là. Je referme la parenthèse. Je reviens à nos moutons, n'est-ce pas? Gilles, les moments difficiles, il y en a quand même, parce qu'on vous voit ou on te voit combatif, et c'est une personnalité certes, mais est-ce qu'il y a des moments plus difficiles? Comment tu les surmontes? Les moments difficiles, certes, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des moments, ça peut être n'importe quoi. Je prends un exemple. Pendant toute la traversée, j'avais une veste de car, comme le soir, la nuit, pour ramer. Et donc, comme d'habitude, hop, j'enfile le bras droit en un, et le bras gauche, je passais un quart d'heure à vous le mettre dans la manche gauche. Alors, moi qui suis un compétiteur, je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça râlait. Les mouettes, elles s'éloignaient du bateau parce que ça râlait tellement Et puis, je me suis dit, je ne vais pas passer toute ma traversée à faire ça. C'était non seulement désagréable pour moi, mais c'était très désagréable pour mon équipier. Je me suis dit, il y a une autre solution. Soit je mets plus la veste de car, mais je vais cailler. Soit je mets autre chose, c'était pas mieux, parce que tous les trucs avec des manches, le bras gauche, j'ai un peu de perte de contrôle, donc je ne trouvais pas la manche. Et je me suis dit, c'est simple, j'enfile le bras droit d'abord, on va faire l'inverse. Donc j'enfilais le bras gauche, et ensuite le bras droit. C'est plein d'astuces comme ça, tous les jours, dans nos difficultés. J'ai envie de dire, il y a 3 marches à monter. Aujourd'hui, je ne le sens pas. Du pied droit, je vais le faire du pied gauche.
Et puis en général, ça marche. C'est ça qui est magique. Par contre, quand ça marche, c'est le pied. Voilà. C'est tout, quoi. C'est les difficultés. J'ai envie de dire, on est tous des Porsche. La seule chose qu'on a, nous, c'est un problème de programmateur. Donc, eh ben, on peut pas changer le programmateur. Eh ben, on va composer avec. Et puis, mais vous inquiétez pas, les pièces, elles sont là. Hein, ça avance. Catherine Wagner, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place pour, en termes de soutien psychologique, pour aider des personnes à s'ajuster, pour accepter la situation? On a parlé de résilience. Est-ce qu'on peut aider les personnes à bouger? Alors oui, il y a beaucoup d'outils et la psychologie possède beaucoup d'outils différents. Alors, Madame Schmitt a parlé de l'éducation thérapeutique, hein, je crois qu'elle est une des clés essentielles pour aussi aider les patients à s'approprier un petit peu leur maladie, à mieux connaître leur maladie et puis ensuite à faire ce cheminement. Après, il y a plein d'autres types de thérapies qu'on peut envisager. Hein. Il va y avoir des thérapies qu'on appelle plus de soutien, où les gens ont besoin de parler avec quelqu'un qui écoute ce qu'ils ont à dire, de pouvoir un petit peu décharger toute leur anxiété, toute leur peur, toute leur ressenti par rapport à la maladie. Et puis on a aussi des thérapies alors plus structurées. On a par exemple ce dont on parle beaucoup actuellement, les thérapies comportementales et cognitives, où on a un objectif, on va travailler sur telle difficulté ou telle anxiété par rapport à telle et telle chose. Mon objectif, c'est de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir reprendre un travail, de pouvoir avoir une nouvelle activité, etc. Et ça va être un travail qui peut se faire là autour. Et après, on parle beaucoup aussi actuellement, comme vous le savez tous probablement, de mindfulness ou de pleine conscience. Donc il y a plein d'outils qu'on peut avoir à disposition qui peuvent aider une personne à s'approprier progressivement sa maladie, à pouvoir faire avec, continuer sa vie, créer de nouvelles choses, de nouvelles activités, etc. Ce qui est très important, c'est que chacun trouve ce qui lui convient et trouve la personne avec laquelle aussi il a envie de faire ce cheminement. C'est pas parce qu'on le premier psychologue ou psy, quel qu'il soit, qu'on rencontre, qu'on doit travailler avec lui et que ça va forcément marcher avec cette personne. Il faut qu'un courant passe, il faut qu'on se sente en confiance, il faut qu'on ait envie de travailler avec telle et telle personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont formées à aider les patients et puis il y a beaucoup de formes de thérapie différentes, donc c'est important de trouver ce qui nous convient. Emmanuel Schmitt, dans les centres experts Parkinson, on en a 26 sur le territoire, dont celui de Grenoble. Il y a des psychologues dont vous faites partie, l'équipe psychologue, neuropsychologue, parfois des psychologues cliniciens aussi. Est-ce qu'il y a une offre particulière de soutien ? Alors, dans les centres experts, effectivement, dans l'équipe, il y a des neuropsychologues, des psychologues. Enfin, nous, à Grenoble, on n'a pas de psychologue clinicien. On est 3 neuropsychologues, mais pas de cliniciens. Donc, on fait un peu ce rôle-là. En revanche, le rôle des centres experts, ça va être de donner une aide de manière ponctuelle. Nous, en tant que psychologue de centre expert, on ne va pas pouvoir entamer un suivi. Par contre, effectivement, ça peut nous arriver de voir des personnes pour faire une sorte de débriefing post-annonce diagnostique dans lequel on va mélanger à la fois de l'écoute active et à la fois quelques éléments pour permettre aux gens de connaître un petit peu la maladie, voilà, peut-être casser un peu les fausses croyances, rassurer un petit peu. Ça peut être une action ponctuelle quand on voit ce type de patient, mais très vite, nous, en centre expert, on va rediriger les personnes qui ont besoin d'un suivi vers l'extérieur. Parce que là, il pourrait y avoir 2 séances par mois ou 1 par semaine au début. Enfin, voilà. Donc, soutien extérieur, c'est vers des psychologues qui connaissent la maladie de Parkinson. Alors, ça va être des psychologues qui connaissent ou pas la maladie, parce que la problématique, c'est l'annonce diagnostique au départ. C'est accepter une rupture de vie. Donc, ça peut tourner autour de la maladie, mais ça peut aussi tourner autour de cette thématique-là, en fait, de manière générale. Après, on peut aussi, pour les gens qui veulent vraiment que la thématique elle soit centrée autour de Parkinson, les orienter vers France Parkinson pour avoir des adresses de psychologues ou d'autres actions possibles autour de la maladie, quand vraiment ils souhaitent que ce soit centré là-dessus. Mais voilà, notre rôle, ça va être ce passage de relais là, en fait.